nous avons rencontré évidemment le directeur de l'école et son épouse, éprouvé d'une dignité et d'un courage qui m'a marqué à tout jamais, M. Monsonego. Et puis nous avons rencontré évidemment beaucoup de monde. C'était quelque chose à la fois de réel, parce qu'il y avait des professeurs, des parents, les élèves bien sûr, qui pleuraient. Il y avait les marques, les traces de ce qui s'était passé sur le sol comme dans les esprits. Et c'était de l'autre côté irréel, parce que nous ne pouvions pas y croire, nous ne pouvions pas accepter ce qui s'était passé. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette journée extrêmement difficile, journée de commémoration qui marque le 10e anniversaire de l'attentat contre l'école d'Otsara Torah à Toulouse. Alors la première question que je voudrais vous poser, parce que c'est une question que l'on pose toujours lors de ce genre de circonstances, est-ce que vous vous souvenez de l'instant où vous avez appris cet attentat? Où étiez-vous et comment avez-vous réagi le 19 mars 2012? Nous étions en pleine campagne électorale, la présidentielle de 2012. Je venais d'accompagner, puisque j'étais le directeur de la communication, je venais d'accompagner François Hollande lors d'une émission sur une matinale. Et nous nous trouvions dans son bureau, au QG de campagne, quand nous avons reçu des informations faisant état d'un attentat sur une école. Et le maire de Toulouse de l'époque, qui était un socialiste, a appelé François Hollande pour lui faire part de ce qui était en train de se passer, de ce qui s'était passé, et progressivement du désastre, des morts, mode opératoire. Et très vite, François Hollande, et je l'ai accompagné, a décidé de se rendre sur l'école à Toulouse, où nous avons rencontré évidemment le directeur de l'école et son épouse, éprouvé d'une dignité et d'un courage qui m'a marqué à tout jamais, M. Monsonego. Et puis nous avons rencontré évidemment beaucoup de monde. C'était quelque chose à la fois de réel, parce qu'il y avait des professeurs, des parents, les élèves bien sûr, qui pleuraient. Il y avait les marques, les traces de ce qui s'était passé sur le sol comme dans les esprits. Et c'était de l'autre côté irréel, parce que nous ne pouvions pas y croire, nous ne pouvions pas accepter ce qui s'était passé. Chaque instant de cette matinée, il y a 10 ans, reste gravé dans mon esprit. Alors, il y a ce qui s'est passé ce jour-là, et puis il y a les conséquences de ce drame. Vous le savez, et après vous êtes devenu Premier ministre en 2014, et vous avez vécu vous-même, enfin, en tant que Premier ministre, la vague d'attentats de 2015. Le départ des Juifs de France, de beaucoup de Juifs de France, beaucoup de Toulousains d'ailleurs, de membres de la communauté juive de Toulouse. Est-ce que vous avez compris cette réaction de beaucoup de Juifs de France qui ont senti qu'ils devaient partir, qu'ils ne pouvaient pas rester en France? J'ai pris conscience, et nous n'étions pas très nombreux, de ce qui était en train de se passer dans notre pays dès 2001-2002. Avec la deuxième intifada, nous avons vécu des actes antisémites, des insultes, des caillassages à l'égard de fidèles qui revenaient le samedi matin de la synagogue. Je l'ai vécu dans ma ville d'Évry. Des actes d'une violence incroyable, insupportable. Évidemment, l'assassinat barbare d'Ilan Halimi. Bref, cet antisémitisme du quotidien qui venait essentiellement des populations de culture musulmane, des populations issues de l'immigration arabo-musulmane, mais qu'on ne voulait pas accepter, qu'on cachait. Et même ce qui s'est passé à Toulouse il y a près de 10 ans n'a pas, à mon sens, suffisamment réveillé les consciences. La veille de cet attentat, j'étais dans une grande réunion des organisations du consistoire, et j'avais dit que nous pouvions connaître quelque chose de plus grave, c'est-à-dire un attentat. J'étais simple député, je n'avais évidemment aucune information,
Mais je savais que cela pouvait arriver, parce que quand cette haine à l'égard des Juifs monte dans un pays, nous savons comment les choses peuvent se terminer. Et fort d'ailleurs des enseignements et du travail qui avait été réalisé en quelques semaines par Nicolas Sarkozy et François Fillon, j'ai pu préparer une première loi antiterroriste à la fin de l'année 2012 comme ministre de l'Intérieur. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre l'attentat de l'hypercacher en janvier 2015, 3 jours après celui de Charlie Hebdo, pour qu'il y ait une prise de conscience dans la société française. Et c'est vrai que beaucoup de Français juifs, de mes compatriotes juifs, étaient déjà partis, et c'est pour cela que j'ai dit devant l'hypercacher de la porte de Vincennes comme devant l'Assemblée nationale que la France, sans les Français juifs, n'était plus la France, parce que je le pensais profondément, et qu'il fallait retenir, mais évidemment en leur garantissant la protection, mes compatriotes juifs. Vous avez un moyen d'expliquer pourquoi il a fallu ces 3 années pour qu'il y ait cette prise de conscience, pour qu'il y ait cette mobilisation du 11 janvier 2015 ? Pourquoi pas après Toulouse ? Pourquoi il a fallu attendre qu'il y ait d'une certaine manière Charlie et l'hypercacher ? Sans doute parce qu'il y avait une espèce de mauvaise conscience dans la société, à gauche aussi, mais pas seulement, une peur de signaler au fond. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas véritablement de nouvel antisémitisme, c'est toujours le même. Mais enfin, cet antisémitisme venant de ces quartiers pauvres souvent, de cette population en difficulté. Il ne s'agissait pas d'accuser tous les Français ou tous les citoyens résidant en France musulmans d'être des terroristes, bien évidemment. Mais enfin, on ne voulait pas signaler le mal et d'où il venait. Et c'est pour ça que les choses ont été enfouies d'une certaine manière. Je me rappelle d'une agression, d'un viol en décembre 2014 à Créteil, qui n'a mobilisé que les Français juifs de cette ville. Et je me rappelle avoir, comme Premier ministre, témoigné de mon indignation devant la représentation nationale quelques jours après, que cela ne suscite pas plus de mobilisation. Donc il y a quelque chose à la fois d'incompréhensible, cette peur, cette crainte, et il a fallu l'irréparable. Le président de la République, François Hollande, à l'époque, avait déclaré quelques semaines avant les attentats, l'année 2015, comme année de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous avions conscience de cela. Moi, je m'étais engagé dans un combat, parfois un peu solitaire, contre, par exemple, Dieudonné, et contre cette alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite, partageant le même antisémitisme, la même haine des Juifs et d'Israël, et s'abritant derrière l'antisionisme pour proférer, pour faire état de l'antisémitisme le plus effrayant. Donc oui, il a fallu malheureusement ces événements, et ceux qui, comme moi, étions en première ligne sur ce combat, nous étions souvent accusés d'être d'extrême droite, d'être des fascistes, ou tout simplement de semer la peur. Vous pensez qu'avec le recul du temps, on peut affirmer que si la réaction après Toulouse avait été de l'ampleur de celle qui a mobilisé la France en janvier 2015, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu Charlie, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'hypercacher et cette vague d'attentats même de novembre 2015 ? On ne refait pas l'histoire. Cet attentat de Toulouse a eu lieu en pleine campagne présidentielle. On avait parlé dans un premier temps d'un loup solitaire. C'était évidemment une erreur. Moi, je n'ai jamais partagé cette thèse. Bien sûr, à partir de l'été 2012, j'étais alors ministre de l'Intérieur. On s'est rendu compte qu'il y avait une trentaine de Français qui étaient partis en Syrie, en Irak, au Levant, pour s'engager dans les rangs de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Oui, la prise de conscience est plus tard. Le samedi au lendemain de l'attentat de l'hypercacher en 2015, beaucoup de Français juifs m'ont dit, mais s'il n'y avait pas eu Charlie, s'il n'y avait pas eu Montrouge, s'il n'y avait eu que l'hypercacher, est-ce que demain, parce que c'était le lendemain, il y aurait une immense manifestation contre ce qui s'est passé? C'est une question qui me hante, qui est terrible. On ne peut pas refaire les événements. Les gouvernements successifs mènent une campagne, une action résolue contre l'antisémitisme, mais
dans la société française, et pas seulement, on le voit aussi en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, ce qui est particulièrement inquiétant, depuis l'extrême gauche comme depuis l'extrême droite. L'antisémitisme, on l'a vu avec la pandémie, retrouve un regain, une force. Toutes les thèses complotistes sont là. Donc, il faut être vigilant. On n'éradiquera jamais l'antisémitisme parce qu'il fait partie, malheureusement, de la nature humaine, mais il faut le combattre les yeux ouverts avec une détermination absolue. Et dans le débat public, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de ces sujets clairement grâce aux livres qui viennent d'être publiés par Taguieff, par Horry, sur la nature de l'antisémitisme. On peut clairement dire que le boycott d'Israël et l'antisionisme sont de l'antisémitisme. Donc, je veux dire, les pouvoirs publics, les intellectuels, la presse ont tous les éléments. Il faut convaincre l'opinion, il faut se mobiliser en permanence. C'est par ailleurs, parmi d'autres, mais c'est sans doute le combat de ma vie. Vous parliez à l'instant de la thèse du loup solitaire que vous avez toujours effectivement repoussée depuis le début. Le conditionnement de terroristes potentiels, ça existe toujours aujourd'hui en France, 10 ans après Toulouse ? Oui, c'est vrai que j'ai toujours du mal à prononcer son nom, le terroriste qui a exécuté d'abord 3 soldats, ne l'oublions jamais, parce que c'était la haine de la France qu'il exprimait. 3 soldats d'ailleurs, tous les 3 aux origines du Maghreb, qui s'étaient engagés pour la France. C'était les patriotes qui sont morts pour la France, qui a exécuté ce père, ses 2 enfants et la petite Myriam. Au fond, son mode opératoire, son itinéraire, sa formation en Afghanistan, le fait d'avoir grandi dans une famille haineuse et antisémite, ses relations, sa manière aussi d'échapper au travail du renseignement, anticipait ce qui allait se passer après, et ce que nous avons connu notamment en 2015 et en 2016. Dès septembre 2012, d'ailleurs, il y a un attentat qui échoue, mais qui dit tout de ce qui allait se passer sur une épicerie cachère de la ville de Sarcelles en région parisienne. Et au fond, ce mode opératoire, à l'époque, même si c'est sophistiqué après, avec la puissance qu'a réussi à avoir l'État islamique en 2015, ce mode opératoire est toujours le même, c'est-à-dire une seule personne, ou un petit groupe, mais là en l'occurrence un individu, formé, déterminé, radicalisé, avec un camion, une voiture, un couteau, une arme à feu, peut semer la terreur. Et nous avons en notre sein, dans nos prisons, comme dans nos quartiers, des milliers de personnes qui se sont radicalisées et qui peuvent à tout moment passer à l'acte. L'actualité lourde aujourd'hui autour de ce qui se passe en Ukraine ne doit pas cacher cette réalité. Et ce combat et ces défis et ces menaces sont incontestablement devant nous. Nous sommes aujourd'hui encore, 10 ans après, en campagne électorale en France. C'est-à-dire aujourd'hui, les candidats à la présidence, en tout cas ceux qui sont les plus en vue, est-ce qu'ils ont conscience de cet enjeu, de ce défi que doit être la lutte contre l'antisémitisme ou contre l'islamisme radical ? Oui, je pense qu'il y a eu en plus dans ce quinquennat, alors que ces sujets-là avaient été sans doute minimisés au début, mais dans ce quinquennat, le discours d'Emmanuel Macron au Murau, en 2019, en 2020, plutôt, quelques jours avant l'assassinat effrayant de ce professeur Samuel Paty, ce discours a marqué un tournant, une prise de conscience, une détermination surtout à agir. La loi dite sur la lutte contre le séparatisme aussi qui a été adoptée. Donc oui, moi je pense que dans l'immense majorité de ceux qui sont candidats et qui briguent avec un peu de sérieux la responsabilité suprême de notre République, il y a cette prise de conscience. Il est vrai que à gauche, notamment, du côté de la gauche, on veut encore ignorer cela. On cherche à séduire un électorat soi-disant musulman. On cherche à faire de tous les musulmans des victimes et donc à les excuser en les enrobant, les englobant dans une communauté qui n'existe pas, fort heureusement. Et de l'autre côté, il y a ceux qui nous expliquent que tous les musulmans sont des terroristes ou que le bon musulman est celui qui est dans le prétoire des
accusés des attentats du 13 novembre 2015. Donc non, il y a encore un débat, mais je pense que dans les grandes formations de gouvernement, notamment chez le président de la République actuelle, cette détermination existe. Mais encore une fois, c'est un travail d'éducation, c'est un travail social, c'est un travail de la police, c'est un travail de la justice. Il ne faut rien laisser, rien lâcher, ni dans la comparaison, enfin, le lien entre la haine d'Israël, l'antisionisme avec l'antisémitisme, ni sur les résurgences en permanence du vieil antisémitisme chrétien, celui d'extrême droite comme celui d'extrême gauche, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Bref, c'est un combat permanent qui nécessite de la vigilance et de l'action et beaucoup de détermination. Donc. Une dernière question, Manuel Valls. Il y a quelques mois, Éric Zemmour, qui est aujourd'hui candidat à la présidence de la République, avait remis en cause, on va dire, l'identité française de la famille Sandler, de la famille Monsonego, des victimes de l'attentat de Toulouse, parce que, eh bien, ils avaient décidé les familles avaient décidé d'enterrer les victimes en Israël. Qu'est-ce que cela suscite en vous ? Comment vous réagissez à ce genre de propos ? De l'indignation et de la colère. Vous savez, la politique vous rend parfois froid, distant, mais vous ne pouvez pas, évidemment, effacer l'humanité qui devrait exister dans chacun d'entre nous. Et ces mots montrent une incompréhension absolue de ce qui s'est passé, de ces familles profondément patriotes, mais qui ont voulu protéger, comme d'ailleurs la famille Halimi, leurs enfants d'une autre épreuve, c'est-à-dire la profanation des sépultures, au-delà du lien qui existe avec la terre d'Israël, la comparaison d'ailleurs entre le terroriste et les victimes, des enfants. Tout ça est insupportable. Ce matin, je serai dans l'intimité de la famille Monsonego. Je rencontrerai M. Sandler, évidemment, dans la journée. C'est insupportable de penser cela. C'est d'ailleurs une manière, au fond, de leur faire revivre de nouveau ce martyre et de les exclure de la communauté nationale, alors que les Français juifs appartiennent profondément à ce que nous sommes tous les Français. C'est une âme de notre nation. Donc on ne peut pas accepter ces propos qui sont des propos idiots, qui divisent et qui montrent encore une fois qu'on n'a rien compris à ce que nous sommes. C'est étrange quand on veut retrouver la France d'antan. Non, on n'a rien compris à ce qu'est la France profondément. Manuel Valls, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en cette journée particulièrement difficile, 10 ans après l'attentat de l'école Otsar HaTorah à Toulouse. Merci d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Bonne journée. Bonne journée à vous.